bonjour à tous, je suis Grégory Guittard du JDC et aujourd'hui un nouvel épisode de podcast. Donc je suis en compagnie de Nes Benamran et de Joseph Comizi. Bonjour messieurs. Et Bonjour. alors messieurs, vous êtes cofondateurs avec Hugo Mercier de Gecko. Donc on va discuter un peu de vos parcours perso, voir qui vous êtes, ce que vous faites chez Gecko et comment vous en êtes arrivé là. Tout ça idéalement dans la joie, la bonne humeur comme d'habitude. Donc, donc on commence par le début. Est-ce que vous pourriez peut-être vous présenter rapidement pour l'audience? Ok, tu veux démarrer, Joseph? Allez, c'est parti. Donc Joseph Comizi, donc je suis CTO chez Gecko. Donc c'est moi qui m'occupe de tout ce qui est la partie tech. Donc construire l'infrastructure de trading, faire en sorte qu'on ait tous les outils nécessaires pour pouvoir donner le meilleur service à nos clients. Auparavant, j'ai commencé ma carrière en faisant du trading à BNP Paribas à Londres, où je tradais sur des pays émergents, donc notamment l'Afrique du Sud, l'Israël, le Nigeria, ce genre de pays, où je tradais des taux et du forex. Et ensuite, j'ai monté Wharton, donc Wharton qui est un des plus gros market makers cryptocurrency fongibles en Europe. Donc où là-bas, j'ai également été le CTO. J'étais en charge de monter également l'infrastructure et les algorithmes de market making. Et aujourd'hui, j'applique toute cette expérience au NFT. Super. Ness? Donc moi, Nes Benamran, donc je suis le CEO de Gecko. Mon parcours, c'est donc j'ai commencé, je suis ingénieur de formation. J'ai fait de la finance de marché au début. J'étais structureur dérivés actions chez ABN AMRO, puis chez RBS à Londres. Donc j'ai démarré en 2006. Après ça, je suis parti dans le conseil en stratégie chez McKinsey. Et puis j'ai eu quelques aventures entrepreneuriales et je suis en particulier, j'ai rejoint Shadow, une société de cloud gaming française, donc qui a démarré à Paris, qui a levé 120 millions de dollars. On a 100 000 utilisateurs entre l'Europe et les États-Unis. Et donc moi j'étais CEO aux États-Unis pour cette boîte. Donc, je suis parti monter la société aux États-Unis dans la Silicon Valley. Donc le cloud gaming, je sais pas si tu connais, mais c'est l'idée de dire en fait on te fournit un PC à distance pour jouer à des jeux AAA depuis C'est n'importe c'est- quel ordinateur. c'est quoi? C'est Stradia, non, qui faisait ça? C'est Stadia exactement. Ouais. Stadia, Donc voilà, ouais. nos concurrents c'était Google qui faisait Stadia, c'est Nvidia qui fait quelque chose qui s'appelle GeForce Now, puis c'est Mhm. Microsoft qui fait Cloud PC. Donc tu arrives, tu es Donc la ça petite va, startup française, les tu es concurrents, concurrent. c'est tranquille. Très tranquille comme concurrent. Ok. Non, non, ouais, le marché est sympa. Et donc j'ai quitté Shadow il y a à peu près 2 ans. Et donc je me suis lancé dans la crypto-monnaie, dans la blockchain. Gros focus sur tout ce qui était NFT, avec cette idée de résoudre le problème en particulier de la liquidité des NFT, dont on va parler, qu'on t'expliquera un peu ce que fait Gecko. Ok, super. Alors, avant d'attaquer Gecko à proprement parler, je crois que vous aviez monté un autre projet avant. Alors, je vais le prononcer d'une façon horrible. C'est Boulevébir, c'est ça? Ouais, c'est Peut-être ça. nous expliquer un peu ce que c'était, où vous en êtes dessus, et puis comment ça, on va dire, qu'est-ce que ça vous a apporté ou qu'est-ce que ça vous apporte là dans votre démarche pour lancer Gecko? Donc, Boulevard, on est Boulevard. Mais Ben, donc, Boulevard, c'est une idée, en fait, qui est venue il y a 1 an à peu près, à une époque où on voyait le marché des NFT commencer à chuter. Et on s'est posé la question d'est-ce qu'il y a une manière de shorter des NFT. On voyait qu'il commençait à y avoir de gros problèmes de liquidité, en fait, sur les NFT et que les gens partaient du marché. Et on voyait aussi qu'il y avait une sorte de grand mouvement de professionnalisation un peu du trading NFT. Et donc l'idée c'était de dire on va arriver, on va proposer des solutions en fait pour avoir des scénarios d'investissement si tu veux un peu plus avancés sur tout ce qui est NFT. Donc en particulier shorter, donc gagner de l'argent quand ça descend. Et donc Boulevard, c'était une plateforme qui permettait entre autres donc de gagner de l'argent quand une certaine collection NFT descendait. mhm. Et donc voilà, l'idée est arrivée il y a 1 an. On a fait un petit tour de seed dessus avec des business angels.
et on a lancé le produit donc au début de l'année. Ça a plutôt très bien marché dans le sens où on a fait mieux que tous nos concurrents sur le sujet. Et puis c'était dans un bon Mais contexte où le marché des NFT s'est effondré, donc c'était un beau produit pour surfer dessus, j'imagine. Alors oui, mais en fait, c'est-à-dire que c'était, si tu veux, donc on avait 4-5 concurrents qui faisaient à peu près la même chose, donc on a fait Ouais, mieux que tout le monde, et donc dans cette logique-là, on a plutôt bien exécuté, mais ce dont on s'est rendu compte, c'est que c'était un marché qui était extrêmement petit en fait. C'est-à-dire que mm, la vision qu'on avait il y a un an de se dire que effectivement il va y avoir une professionnalisation des traders de NFT, qu'on va avoir des gens qui vont avoir des comportements un peu plus stratégiques, un peu plus réfléchis, etc. Euh, C'était un mouvement qu'on voyait assez fort, dans lequel on croyait beaucoup. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte quand on a lancé le produit, et qui s'est passé en fait notre lancement à peu près au même moment où Blur lançait ouais, tout le token farming, etc. Et où on s'est rendu compte qu'en réalité, il y avait 300 personnes en fait qui étaient sur Blur. Et qui faisaient 99% du volume. Et nous, en fait, on était sur le même marché. C'est-à-dire que nous, on était sur ce marché de 300 personnes en fait qui traitent des NFT de manière un peu avancée. Et même ces personnes-là, en fait, sont pas forcément non plus si avancées que ça. Et donc, mm, on s'est rendu compte qu'en fait, le marché était extrêmement petit et que donc il y avait et que donc on n'allait pas pouvoir construire quelque chose de vraiment grand là-dessus. Et donc on a décidé de le mettre de côté parce qu'on comprenait bien que, enfin, tu vois, en tant que un gérant de société qui doit payer ses factures, qui doit payer ses employés. On comprenait bien que ça allait pas nous permettre de vivre. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à parler en fait à tous les gens à qui on avait parlé lors de la création de Boule Weber et à essayer de trouver un pivot, quoi. Et donc, effectivement, on a pivoté sur ce qui est devenu ensuite Gecko. ok, super, bah du coup, belle transition. Est-ce qu'on pourrait reprendre ensemble un petit peu ce que c'est Gecko, que vous nous expliquez ce que vous faites, et puis le concept un peu plus large de market making appliqué au marché des NFT? Gecko, ça répond à un problème en fait, qui est le problème de la liquidité des NFT. C'est-à-dire que, et en particulier, donc un peu nous notre marché de prédilection, c'est le marché des jeux vidéo blockchain. Ce qu'on voit en fait dans les jeux vidéo blockchain, c'est qu'on a des studios de jeux vidéo qui vont énormément travailler pour avoir un actif digital qui est facilement tradable. C'est la raison numéro une pour laquelle ils vont faire des NFT en fait pour leurs actifs digitaux et qui vont pas faire un truc un peu normal. C'est pour qu'ils soient facilement tradables. Et donc, d'un point de vue technologique, effectivement, c'est très facilement tradable. En revanche, d'un point de vue économique, c'est beaucoup plus compliqué parce que, en réalité, le jour où toi, joueur, tu veux acheter ou vendre telle ou telle carte dans un jeu, tel ou tel land, tel ou tel personnage, eh ben, c'est très difficile de trouver quelqu'un en face de toi qui va vouloir te le vendre ou qui va vouloir te l'acheter. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les prix, en fait, vont monter et descendre de manière extrêmement chaotique, qu'il va pas forcément y avoir ce que tu veux, et donc c'est un marché qui est très difficile, qui est très mal organisé. Okay, Ouais. et donc nous, ce qu'on fait, en fait, donc nous Gecko, on est un market maker sur ces marchés-là, sur ces marchés NFT, et donc on va arriver sur ces marchés-là et on va tout le temps en fait proposer aux joueurs d'acheter ou de vendre les NFT du jeu. Et Et donc alors, on du arrive coup, et on organise le marché de cette manière-là. ouais, ok, intéressant. Et pour l'audience un peu qui connaît pas trop le principe du market making ou qu'on entend parler un peu au sens large, donc vous êtes là pour offrir, on va dire, cette liquidité. Comment ça se rémunère un market maker? Parce que c'est quoi l'intérêt pour vous de venir acheter tous les NFT qui passent et de dire oui, bon, on va les revendre après. Comment ça fonctionne? C'est une très bonne question. Et d'ailleurs, récemment, on a eu quelques soucis justement avec la communauté d'un de nos projets qui ne Ouais, comprenait pas ce qu'on faisait exactement. Parce que ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est pourquoi est-ce qu'à certains moments, on essayait de vendre des NFT qu'on avait achetés plus cher. Et en fait, du coup, ça revient à comment est-ce qu'un market maker se rémunère. ouais, Donc, un market maker se rémunère de plusieurs façons. La première façon dont un market maker va se rémunérer, c'est sur le spread. Donc, ça va être la différence entre les prix d'achat et les prix de vente des NFT. Donc, si je suis prêt à acheter quelque chose à 95 et je vais lister des NFT à 105, je vais me rémunérer sur ce spread. Donc, je vais gagner 10 à chaque achat-vente. Ça, c'est la théorie. En pratique, le market making est basé sur des statistiques. C'est basé sur ce qu'on appelle de la mean reversion, donc un retour à la moyenne. ok, Donc l'objectif est que on pense
statistiquement qu'à n'importe quel moment, le prix va se rediriger vers la moyenne. Et c'est pour ça qu'à certains moments, on va vendre des choses à un prix bas et les racheter à un prix haut, ou à l'inverse, les acheter à un prix haut et les revendre à un prix bas. Mais du coup, statistiquement, ça va corriger, ce qui fait qu'on va faire de l'argent. Donc ça, c'est la première façon dont on se rémunère. Ça, j'imagine par contre que ça s'applique, on va dire, entre guillemets, assez facilement à du market making de crypto comme vous faites avec Wharton. Mais est-ce que ça s'applique aussi facilement sur un marché aussi, on va dire, entre guillemets, peu liquide que les NFT? Alors, c'est une très bonne question. En fait, ça s'applique à n'importe quel actif, Ok. dans une certaine mesure. Ça, on va dire que c'est dans le cadre où tout se passe correctement, là où il n'y a pas de news dans le marché, là où il n'y a pas de tendance dans le marché. Ouais. S'il y a des tendances, que ce soit haussière ou baissière, là, ça va changer la donne. Là, justement, pour faire de l'argent, il va falloir essayer de trouver des signaux, des alphas, pour pouvoir les rémunérer et prendre et gérer notre inventaire dans la bonne direction. Parce qu'effectivement, si on commence à acheter et que le prix descend, bah oui, là, on va perdre de l'argent. Mais dans le cadre où il n'y a pas de news, dans le cadre où il n'y a pas de fondamentaux qui vont changer, le retour à la moyenne est un peu ce qui est attendu. Et en fait, ce qui est très différent en réalité dans le marché des NFT, c'est que c'est qu'en fait le marché des NFT, si tu veux, c'est le produit, les NFT en fait dans le cadre d'un jeu vidéo, c'est le produit qui est en train de vendre la société en question. Ok, donc je suis un studio de jeux vidéo, je suis un Ubisoft, un EA, je vais vendre des skins pour mon jeu, c'est le produit que je vends. Et en fait, ça veut dire que je contrôle, en fait, si tu veux, comme je vais contrôler la supply, je vais dire, ah ben tiens, je vais mettre plus de skins de ce type-là, je vais mettre plus de land de ce type-là, etc. C'est des choses qui peuvent varier de manière très facile, en fait, pour le créateur du jeu vidéo. Et c'est comme ça qu'il gère, en fait, son économie au jour le jour. Et donc, en fait, l'économie va énormément changer, en fait, et c'est lui qui va gérer ces trends-là. Alors que pour une crypto-monnaie, par exemple, ou pour des actions, pour des choses comme ça, t'as pas du tout ce comportement-là. En fait, tu vois, si tu fais des actions, tu vas pas faire une augmentation de capital du jour au lendemain de manière très facile sans que personne ne le sache, quoi. Et donc, en fait, ça, c'est très différent dans le monde des NFT. Et du coup, le modèle de rémunération uniquement basé donc sur le trading dans le monde des NFT ne peut pas très bien fonctionner. Ce qui va et donc nous le modèle qu'on a choisi pour être rémunéré, c'est pas justement donc de se rémunérer sur le PNL de trading, donc sur les profits et sur les pertes et profits du trading, mais par en fait des frais. En fait, on se comporte comme un SaaS si tu veux. Ouais. Nous on est un SaaS, on fait payer des frais mensuels à nos clients et c'est nos clients en fait qui vont supporter les pertes ou les gains qui viennent du trading. Et donc, si tu veux, en faisant ça, on aligne un peu les intérêts. C'est-à-dire que si ils font bouger effectivement le marché secondaire dans un sens ou dans un autre parce qu'ils vont gérer la supply dans un sens ou dans un autre, eh ben, c'est eux qui en subissent ces conséquences, quoi, si tu veux. En définitive, donc, vous décorrélez votre modèle économique du market making à proprement parler. En fait, vous proposez ça, market making sur abonnement, quoi. C'est assez, c'est exactement, cool. C'est ça. Ok, super. Et peut-être pour rebondir là-dessus, la solution à l'heure actuelle, voilà, vous mentionnez, vous avez des clients déjà, etc. Donc la solution entre guillemets, elle est déjà live. Vous avez beaucoup de clients à l'heure actuelle. Comment ça fonctionne? Écoute, aujourd'hui on a 5 clients. Voilà, on a 5 clients. Ça tourne plutôt très bien. On a les résultats qu'on espérait avoir sur ces clients-là. Donc effectivement, on voit que les volumes en fait de trading augmentent. On voit qu'il y a plus de joueurs. Il y a plus de joueurs en fait qui vont trader, qui vont acheter, qui vont revendre, qui vont acheter, qui vont revendre, etc. Donc on voit qu'il y a il y a une vraie amélioration du marché et que pour la communauté, si tu veux, c'est effectivement un truc qui est net positif. Donc c'est quelque chose qui pour nous est très bon en effet. D'ailleurs, sur ces statistiques, on a release hier un rapport anonymisé qu'on pourra partager où vous pouvez voir comment est-ce qu'on a réussi à aider un projet sur sa campagne marketing. Donc, on pourra mettre le mieux, c'est qu'on le partagera. On vous met les liens en description, comme ça, tout le monde pourra aller jeter un œil à ça. Peut-être une question un peu plus triviale, parce qu'en vous entendant, ça me donne envie de vous poser la question. Est-ce que vous êtes vous-même joueur de jeux vidéo? Est-ce que vous êtes vous-même collectionneur compulsif? Je sais pas, carte Magic ou des choses comme ça. D'où vous venez sur
sur ce versant-là, parce que c'est vrai, côté collectionneur Magic, joueur de poker de l'enfer dans l'écosystème crypto, on est quand même assez nombreux. Donc vous vous situez où sur cette échelle-là? Moi, je suis dans le côté gamer, un peu jeu de stratégie, tu vois, jeu un peu économique. C'est pour ça que je me retrouve pas mal en fait dans tous ces types de jeux-là. C'est-à-dire que moi, enfin, tu vois, je jouais quand j'étais jeune, je jouais à des SimCity, à des civilisations, des choses comme ça, tu vois, des jeux où tu dois un peu gérer des économies, des populations. C'est ça, moi, qui me faisait enfin, que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune. Évidemment, quand je suis passé chez Shadow, ben, j'ai un peu découvert. Enfin, si tu veux, enfin, j'avais arrêté avant de jouer à des jeux vidéo, et puis en Ouais. en allant chez Shadow, j'ai passé 5 ans où je me suis mis à League of Legends, à Overwatch, à des choses, à des Call of Duty, à des choses un peu plus récentes. Donc voilà, c'est un peu voilà, c'est un peu voilà les League of Legends, les Call of Duty, j'aime bien, les jeux de strat aussi. De mon côté, j'ai commencé à gamer quand j'étais jeune, principalement sur Counter-Strike, donc Ah, bon. 1.6, Source. J'ai pas mal aussi aimé Fortnite, je dois l'avouer. Et récemment, j'ai fait le dernier Zelda, donc TOTK, qui est un très bon jeu que je conseille. Bon, ça fait plaisir. Je vois on est entre vrais, donc on est fait pour s'entendre. Parfait. Sur le côté crypto gaming à proprement parler, il y a pas mal de trucs qui sont sortis quand même sur les 2, 3 dernières années. Est-ce que vous, il y a des projets en particulier, au-delà du fait que ce soit ou pas vos clients, mais est-ce qu'il y a des projets en particulier qui vous ont un peu hypé, des trucs que vous avez regardés en vous disant, ouais, les mécanismes sont intéressants, tu vois. Moi, à titre perso, par exemple, ce n'est pas un conseiller en investissement et de toute façon, j'en avais pas acheté. J'avais bien aimé, c'était Aurori, je crois, qui me ressemblait un peu à un espèce de Dofus avec de la crypto sur Solana, parce que c'était mon époque Solana. Vous, je sais pas, est-ce qu'il y a des projets qui vous ont hypé ou qui vous hype, que vous suivez un peu en ce moment? Ouais, alors moi, il y en a un que j'aime bien, qui pour le coup est un de nos clients, c'est Blocklord. Donc Ah oui. Blocklord, je sais pas si tu as vu, mais donc c'est un jeu un peu médiéval où il y a vraiment, enfin où il y a pas mal de logique un peu en parallèle. C'est-à-dire que t'as une logique de farming, parce que au centre, t'as une logique de héros en fait, de personnes en fait Ah, qui vont attends, vivre de je sortes de sais seigneurs, plus. etc. Toc, ce que je peux faire, c'est peut-être ça. Je pense que là, on le voit. Ah, il faut peut-être que je me connecte ou je peux Hop. Ouais, c'est celui-là. The air is thick Je passe with rapidement, mais c'est vrai que je blood. suis tombé dessus l'autre jour parce que je crois qu'ils ont annoncé une levée de fonds et Allegiances have ok, been tested. on va le passer. Ouais, Voilà. c'est ça. Donc en fait, c'est un jeu, tu vois, un peu médiéval, où tu as vraiment, t'as une logique de dynastie un peu, tu vois. Donc t'as des personnes en fait qui vont se marier entre elles, qui vont avoir des enfants et qui vont reprendre en fait leur seigneurie, leur ferme, leur machin, etc. Et donc ça va mélanger un peu pas mal de choses. Donc le jeu est un peu, enfin, extrêmement ambitieux si tu veux dans ce qu'ils veulent faire. Ouais. L'équipe est très bonne. Les mecs ont des vrais backgrounds de gaming et de blockchain aussi depuis quelques années. Donc, et ils sont plutôt bien backés. Et donc, effectivement, donc moi, c'est un des jeux qui, je pense, va très bien marcher dans les mois et les années qui viennent. Et en particulier, donc, ils avaient sorti leur bêta. Et je trouvais que Mhm. le gameplay était vraiment de qualité, quoi. C'était un des meilleurs gameplays que j'ai vu pour un jeu blockchain, quoi. Ok, non, non, top. Et Joseph, peut-être un autre Là, projet à partager? j'allais vraiment citer exactement le même, donc Ok. pas grand-chose à rajouter. Bon, bah écoute, non, non, mais très bien. Comme ça, on aura fait un petit passage dessus. C'est vrai que j'avais oublié Blockworks, mais ouais. Super. Euh, Est-ce que, peut-être une question plus sur, on va dire, là, vous parliez de tendance de marché, tout ça. Vous avez aussi parlé de votre, on va dire, la vision que vous aviez il y a quelques mois sur le fait que, on va dire, le marché NFT, le trading de NFT allait vraiment prendre plus d'ampleur. En définitive, là, aujourd'hui, avec la tête du marché crypto depuis un an et demi, c'est pas vraiment ce qui s'est passé, ou en tout cas pas dans les mêmes proportions qu'attendu. Comment vous expliquez la différence d'engouement qu'on a en Europe, et notamment chez les gamers, sur le côté NFT, qui est quand même mal reçu, avec pas mal en définitive de boîtes, même Ubisoft ou quoi, qui ont lancé des trucs en mode NFT, puis finalement qui vont leur brander un peu en mode collectible numérique, histoire de pas prononcer le mot qu'il faut pas prononcer. Alors à différence de l'Europe, ce que je vois pour échanger avec des fonds de placement asiatiques ou quoi, c'est qu'il y a quand même une dynamique qui est très différente en Asie,
sur ce crypto gaming-là. C'est quoi votre ressenti là-dessus? Mon ressenti, si tu veux, c'est que pour moi, les 2 dernières années des NFT, c'était un use case de casino. Ouais. Enfin, tu vois, on peut dire, c'est la communauté, c'est l'image, etc. 99% des gens qui étaient dedans, c'était get rich quick. C'était la possibilité de faire x1000 sur quelque chose. Et c'est un casino. Enfin, c'est un comportement de gambler, c'est un comportement de casino. Et c'est ça que les gens ont fait. Et donc, effectivement, tu es un gamer, tu vois ça. Ben non, j'ai envie de jouer à des jeux vidéo, j'ai pas envie de faire Ouais, du bien sûr, casino. bien Tu sûr. vois, donc, Ouais. en fait, moi, enfin, si tu veux, je le comprends tout à fait, tu vois, ce manque d'engouement. C'est-à-dire que est-ce que j'ai envie que les jeux vidéo auxquels je joue deviennent des jeux de casino? Ben non, quoi. Sinon, j'irai sur BetClick et j'irai jouer. Enfin, tu vois, j'irai Ouais, jouer bien sur des sûr, jeux de bien casino, sûr. quoi. Ouais. Et voilà. Il y a Et donc, le gaming et le jeu juste pour jouer aussi, pas seulement toujours. Ouais, ouais. c'est ça. Et donc, si tu veux, moi, je comprends totalement la réaction. Si tu veux, et puis, il y a peut-être un deuxième truc, tu vois, qui est un peu un comportement assez classique chez les gamers. Il y a une vraie peur un peu du nouveau business model pour un gamer. Tu vois, et de comment est-ce que le studio te prend ton argent. Tu vois, je sais pas si tu te rappelles le scandale des microtransactions avec EA il y a quelques années, mais si tu veux, il y a très régulièrement en fait un peu des scandales de ah non, mais tu peux pas d'un côté me faire payer $60 pour le jeu et en plus me faire payer des Ouais, microtransactions et et en puis plus me vendre des packages. Ça. Donc, aujourd'hui, c'est les fils chez Apple, sur tout ce qu'il y a sur l'App Store, les choses comme ça. Oui, oui, je vois la question, elle demeure effectivement, ouais. non, et si tu veux, là, je te parle des gamers, si tu veux, même en dehors du Web 3, tu vois, des gamers Web 2, tu vois, tu veux Mhm. pas, enfin, t'as peur, en fait, de comment est-ce que le studio de jeu va te prendre ton argent, et c'est apparu, les NFT comme, bah, ils ont trouvé une nouvelle manière de nous prendre notre argent, et ils vont tous aller là-dessus, et on veut pas ça. Et donc, si tu veux, c'est très compréhensible, en fait, pour moi, la réaction, et c'est pour ça qu'en fait, t'as un shift de tous les studios, on veut plus appeler ça NFT parce que NFT égale casino. On Ouais. va appeler ça des digital assets. Tu vas même pas te rendre compte. Tu vois, je sais pas si tu as joué à Gods Unchained, par exemple. Donc, Gods Unchained, c'est un jeu un peu à la Magic, tu vois, avec des cartes, etc., où tu vas te battre donc, avec tes cartes. Eh ben, tu te rends pas compte que tu es en train de jouer avec des NFT, quoi. Mhm. Tout le début est du free-to-play, tu joues avec tes cartes, etc. Et c'est que quand tu rentres vraiment dans le jeu et que tu avances et que tu avances et que tu avances, que tu te rends compte que tu peux acheter certaines cartes en NFT et que tu peux améliorer ton jeu comme ça. Et ça, je crois beaucoup plus à ce modèle-là où on arrête de dire on fait un jeu NFT, c'est juste un jeu et il se trouve que à l'intérieur, une des technologies de back-end, c'est les NFT qui permettent de faire des trucs en plus. Ouais, Et ouais, ça, je pense complètement. que c'est un mouvement qui va arriver dans les 1 à 2 ans qui arrivent. Tu vois, même Ubisoft s'y est remis. Je sais pas si tu as vu, mais donc ils ont réannoncé il y a pas longtemps un jeu autour de ça. Donc il y a, enfin voilà, il y a un mouvement pour moi qui va s'effectuer. On va arrêter de dire que c'est des jeux NFT, on va dire que c'est juste des jeux vidéo et ce sera derrière, quoi. Ouais, non, non, moi je suis pas trop, hein. De toute façon, je vous l'avais dit en préambule de cet épisode, hein, moi les NFT, je suis passé complètement à côté, ça me parle pas du tout. Et le gaming, ça se limite à suivre l'actu pour le FIFA qui sort tous les ans. Comme ça, c'est transparent pour l'audience. Je vais pas beaucoup plus loin que ça, donc c'est pour ça que cette discussion pour moi est intéressante aussi. Joseph, tu as un avis sur justement cette question de, on va dire, l'attraction, l'adoption qui dépasse les petites niches de l'heure actuelle? Ouais, alors, globalement, on reste quand même très optimiste sur le marché. C'est Ouais, sûr que 2023, c'est pas la meilleure année. Le bear market, il y a, pour beaucoup, c'est le premier bear market auquel ils assistent. Donc, c'est pas quelque chose qui est long, qui est pas du tout agréable, mais sur lequel il faut passer. Ce bear market ne va pas durer indéfiniment. Euh, on voit d'ailleurs d'un point de vue économique les banques centrales qui commencent à atteindre un peu le maximum qu'elles puissent faire. Donc, pour l'année prochaine, on reste quand même très optimiste. On voit beaucoup de studios de jeux vidéo qui sont en cours de développement avec des très beaux jeux pour l'année prochaine. On pense vraiment qu'il va y avoir un shift sur quelque chose qui est beaucoup plus stable en termes économiques. Et c'est aussi pour ça qu'on a monté Gecko, parce que justement, on veut accompagner cette transition des NFT casino à OK, le NFT est un outil pour lequel on utilise au sein de nos jeux vidéo ou au sein de nos projets qui ouais, vont améliorer l'expérience utilisateur et rien d'autre. On n'est pas là pour aller faire
aller faire du gambling. On est là pour construire des projets, faire en sorte d'avoir des utilisateurs qui sont contents de leur expérience. Et nous, on est là pour aller les aider à construire cette expérience. Ok, super. Et bon, là, pour l'instant, vous êtes focus sur le marché des NFT. De toute façon, sur le market making plus classique, j'allais dire, vous l'opérez autrement. Est-ce que vous vous voyez dans un futur où ce serait un peu plus interconnecté, où on serait peut-être un peu plus décoré de juste le NFT? Je sais pas, je pense à des mécanismes d'économie dans le jeu où il n'y a pas que les NFT, mais où on serait peut-être plus full crypto, étendre un peu les activités et pas rester exclusivement sur le market making NFT. C'est un truc que vous envisagez ou, j'allais dire, chacun gère son activité dans la crypto selon le marché spécifique? Alors, on propose également du market making sur token, Ok. étant donné qu'on a certaines économies qui ont donc leur économie sous format NFT, mais également Ouais, sous format token. Donc, le fait de pouvoir faire le token nous donne plus d'informations et d'avoir un market making qui est plus efficace, étant donné qu'on peut voir les flux de différentes façons. On voit les flux d'achat-vente sur les NFT et les flux d'achat-vente sur token, et l'un peut aider l'autre. Ok, très clair. Et il y a aussi pour nous une autre voie d'expansion, c'est d'arrêter tous les jeux Web 2. C'est-à-dire que nous, en fait, le fait que ce soit des NFT, le fait que ce soit blockchain n'a pas un impact énorme en fait sur ce qu'on fait, Ouais. et ça peut très bien se transposer en fait sur des jeux Web 2 qui ont une économie qui tourne. Et donc nous, on va aider à rendre cette économie plus liquide, même si elle n'est pas Web 3 based. Ouais, ouais, bien sûr. Non, non, ok, très clair. Peut-être plutôt, on va dire maintenant qu'on voit, l'audience aura mieux compris ce que vous faites, on va dire les projets, la roadmap, etc. En termes de difficultés rencontrées, quelles difficultés vous avez rencontrées peut-être pour vous lancer, je sais pas, quand vous avez pitché le projet ou quand vous avez fait le pivot depuis la première boîte. Et comment vous voyez l'avenir du marché, on va dire, de la liquidité NFT? Est-ce que vous pensez que ça serait amené à devenir plus concurrentiel? Vous aviez mentionné, voilà, quand vous vous êtes lancé sur l'autre avec Blur en même temps, ou est-ce que vous pensez que c'est un marché qui va à terme plutôt se concentrer entre les mains de quelques pionniers, un peu comme ce qu'on voit en définitive sur le market making crypto classique, où on a quelques énormes, on va dire, market makers qui font un peu la pluie et le beau temps. Alors il y en a plusieurs, hein, on va pas forcément les citer, mais où en fin de compte le marché est facilement identifiable, on va dire. Tu as en fait nous, si tu veux, pour parler des difficultés qu'on a eues nous, pour le moment, si tu veux, c'est plus une question de taille du marché adressable. C'est-à-dire Ouais, que nous, nos clients, c'est des jeux qui sont déjà lancés, qui ont déjà une économie qui tourne et sur lesquels on va arriver. La réalité, c'est que des jeux comme ça, il y en a assez peu et que la plupart, en fait, vont sortir l'année prochaine. Donc nous, notre difficulté, c'est trouver ces jeux-là qui sont à un niveau de maturité assez bien et leur expliquer effectivement ce que fait le market making, les convaincre qu'effectivement ça va les aider à résoudre ce problème-là, Mhm. le problème de la liquidité. Donc nous, c'est si tu veux, cette principale difficulté, c'est la taille du marché. Et comme disait Joseph, l'année prochaine, en tout cas, il y a plusieurs milliers de jeux qui sont en préparation. Et donc on pense que c'est quelque chose qui va vraiment s'ouvrir à partir de l'année prochaine. Sur la question de la structuration du marché, en fait, tu as des vrais, en tout cas sur les autres types de market making, tu vois, token par exemple, tu as des vrais effets d'échelle en fait quand tu es market maker. Et donc c'est pour ça que généralement c'est une activité qui va assez vite se concentrer. Euh, et je vois, en fait, je pense que il y a probablement une vraie logique à ce que ça suive une, une, une trajectoire un peu similaire en fait sur la NFT. On verra après un truc que ça donne, mais peut-être le seul truc qui peut changer en fait la donne, c'est que une des raisons pour lesquelles dans les activités traditionnelles c'est extrêmement concentré, c'est qu'en fait tu as finalement peu de place de marché. C'est-à-dire que Ouais. tu vois, tu fais le New York Stock Exchange, ben tu couvres toutes les actions américaines, quoi. Tu fais la bourse de Paris, tu couvres toutes les actions françaises. Alors que le marché des NFT, en fait, en particulier sur les jeux vidéo, nous, on voit ça comme quelque chose qui va être beaucoup plus fragmenté. C'est-à-dire que le modèle à la OpenSea où tu traites tout, on ne pense pas que ça va durer. On pense que tu vas avoir des marketplaces en fait beaucoup plus verticalisés, beaucoup plus custom pour chaque jeu, etc. Ouais. Euh, et donc, en fait, tu vas avoir un vrai sujet à aller chercher chacun de tes clients et à t'intégrer avec chacun de tes clients
Et donc, ça peut diluer, si tu veux, un peu cet effet de massification et le plus que peut apporter l'effet de massification. Parce que tu Donc dois effectivement te connecter. plutôt un travail au quotidien avec des micro-communautés qui se monétisent qu'avec un truc gigantesque ou un agrégateur unique, quoi, que vous pourriez vous placer. Voilà, c'est ça. Nous, si tu veux, c'est la principale différence, en tout cas, qu'on voit sur le marché des NFT versus un marché plus traditionnel. Et Ouais. donc, voilà, c'est un facteur qui peut pousser effectivement dans l'autre sens que de la concentration, quoi, et qui peut-être va effectivement aider pas mal de boutiques fermes à s'établir, quoi. Super, ok. Bon, écoutez, une question un peu plus légère. Est-ce que vous avez peut-être, allez, quelques petites anecdotes sur vos parcours perso en crypto, que ce soit des bonnes anecdotes ou peut-être vos pires erreurs, hein, ça nous arrive tous. J'ai un associé qui aime bien raconter qu'il est très mauvais pour donner les bons conseils sur ce qu'il faut faire, mais il saurait expliquer très bien ce qu'il faut pas faire. Je suis pas très loin de ça dans mon quotidien crypto depuis bientôt 10 ans. Donc, est-ce que vous avez des petites anecdotes sur votre aventure dans l'écosystème ces dernières années? Écoute, moi, non, c'est un truc récent, mais j'ai rencontré en fait un artiste enfin, je me suis fait avoir comme tout le monde se fait avoir, parce que j'ai rencontré un artiste il y a pas longtemps Ouais. qui venait de sortir, si tu veux, un peu sa nouvelle collection. Le mec est un peu en vue, etc. Et donc, et il commence à me vendre le truc et à me dire qu'il y a plein de gens qui vont arriver dessus. Je vais te dire quand tout le monde va arriver dessus, etc. Il m'appelle en gros une semaine après en me disant vas-y, il faut que tu achètes maintenant. Et je l'ai fait comme un imbécile, quoi. Évidemment, le truc est allé strictement nulle part. Et voilà, et c'est marrant parce qu'en fait, tu vois, c'est ce truc que tu vois, ce comportement que tu vois dans les Discord, les machins, etc., où c'est des gens inconnus qui te le font. Ça marche exactement pareil quand c'est des gens connus qui te le font, quoi. Mais voilà. Ok. Joseph, peut-être? Ouais, de mon côté, je dirais que c'est plus le marché qui change. Ouais. Au début, quand je faisais du trading et que j'expliquais ce que je faisais à ma famille, bah, c'était voilà, j'explique des produits dérivés, j'explique des pricing ultra compliqués. Et aujourd'hui, maintenant que je suis dans les NFT, bah, je leur dis, OK, comment est-ce que je price des dragons, comment est-ce que je vais pricer des chiens. Donc, les discussions sont un peu plus marrantes. Et ça va, vous passez pas trop pour les originaux de la famille quand vous êtes en repas de famille comme ça pour Noël, ça se passe bien? C'est sûr que oui, ça amène beaucoup de discussions. Oui. On n'explique Ok. pas forcément dans le détail ce qu'on fait, quoi. Ah oui, bah, il n'y a pas de problème, hein. Vous savez, je travaille dans la tech, c'est bien aussi, hein. Il n'y a pas de souci. Super, super, super. Ben, on va finir peut-être sur des questions un peu plus classiques. Donc, on a une bonne idée sur votre roadmap chez Gecko. Est-ce que vous recrutez? Si oui, quel type de profil vous recherchez, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui viendra plus tard? Alors oui, on recrute. Si tu veux, aujourd'hui, on est une équipe de 6. Il y a un peu de business développement, il y a un peu il y a du trading et il y a du dev. Mhm. Voilà, donc on cherche de l'aide un peu sur les trois. Voilà, donc pour le moment, enfin voilà, on est bien pour le moment. Si tu veux, c'est plus une préparation au recrutement pour la fin de l'année à peu près, quoi. Donc là, on tourne bien, on est bien à l'effectif qu'on est, et probablement d'ici la fin de l'année, il va falloir qu'on accélère et donc recruter à ce moment-là. Donc si effectivement il y a des gens qui se voient là-dedans, qui se reconnaissent là-dedans, avec plaisir pour échanger. Super. Et écoutez, ma question finale qui est le grand classique, est-ce que vous avez un message pour la communauté française qui aura écouté cet épisode ou peut-être aussi quelle est on va dire la chose la plus importante que vous aimeriez que les auditeurs, auditrices retiennent de l'interview qu'on vient d'enregistrer? Écoute, moi, en fait, je vais me mettre surtout dans le monde des jeux vidéo, tu vois. Ouais. Je pense que les jeux vidéo dans le monde de la crypto, tu vois, il faut que ça devienne des vrais jeux, en fait, quoi. Des vrais jeux où le gain ne devient qu'une possibilité peut-être, mais où on fait pas ça pour le gain, Mhm. où on a vraiment envie de juste jouer au jeu. Et donc, donc moi, mon message à la communauté, c'est d'arrêter de chercher en fait des manières de gagner de l'argent à travers ces jeux-là, mais juste de jouer au jeu parce qu'ils aiment jouer au jeu, quoi. Et ça va nettoyer en fait un peu tous ces mauvais acteurs qu'on peut voir dans ce marché-là et laisser la place à un vrai boom de cette techno, si tu veux, dans le développement des jeux vidéo. Ouais, Moi, mon ok, message, super. ça serait plus de dire à la communauté de s'accrocher. Bear market, encore une fois, c'est quelque chose qui ne dure pas.
Ça fait 10 ans que je fais du trading, que je vois l'économie bouger. Ça ne dure pas, donc il faut s'accrocher. C'est dans ces périodes-là où il faut construire. C'est ce qu'on fait avec Gecko. Et je vous recommande de faire la même chose et de tenir cet effort. Bah, écoute, ce sera un joli mot de la fin, hein, même si on se noie dans la bonne humeur, un jour on remonte. Euh, Donc, écoutez, ne lâchez pas tout ça, que la force soit avec vous. Messieurs, merci pour votre temps et pour cet épisode de podcast. Petit message pour l'audience, voilà, comme d'habitude, hein, vous commencez à connaître. N'hésitez pas à poser en commentaire toutes les questions que vous auriez sur le projet. Puis, nous, on y répond et puis sinon, le projet y répond aussi. Donc, Ness, Joseph, merci encore. Merci à Merci toi. Greg. Super. Bonne journée, messieurs. À la Salut. Au prochaine. revoir.